Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous au compte de cette édition. La Guinée a abrité ce vendredi le 24e sommet des chefs d'État de la Mano River Union, une rencontre pour parler de la relance des économies post-Ebola. Les échos dans ce journal. Sur la nationale repris sur le pont Kaka, le chantier est déjà à 24% d'exécution. Le constat dans ce journal. Des camions frigorifiques pour le transport des produits pharmaceutiques, c'est un don du Fonds mondial de lutte contre le sida. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Conakry a abrité le 24e sommet des chefs d'État de la Mano River Union. Professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union, et ses homologues de la sous-région ont parlé de la relance économique des pays de la sous-région après le passage de l'épidémie à virus Ebola et la lutte contre le terrorisme. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. L'union du fleuve Mano, fortement éprouvée par l'épidémie d'Ebola. C'est le principal défi de ce 24e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'union du fleuve Mano. Le président Alpha Condé, hôte de cette rencontre au sommet, est le président en exercice de l'union du fleuve Mano. Ce 24e sommet se tient au lendemain de la crise sanitaire sans précédent qui a durement affecté en 2014-2015 3 États membres de notre union et qui nous a imposé de nouveaux défis. Dès lors, notre préoccupation majeure constitue aujourd'hui la mise en œuvre du programme de relance socio-économique post-Ebola des États affectés. Ce plan sous-régional, qui est complété par les plans nationaux des États membres touchés, connaît des difficultés de mise en œuvre en raison du fait que les engagements pris lors des réunions de Bruxelles, Washington et New York en 2015 tardent à se concrétiser. Ce 24e sommet devra nous permettre de faire le point sur la mobilisation des ressources et d'étudier les voies et moyens pour lever les contraintes et obstacles en vue de la mise en œuvre de ce plan. La présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, a affirmé que la fin d'Ebola devrait favoriser la relance des économies des 3 pays qui ont été durement éprouvés. Même sentiment chez le président Ernest Baye Koroma de la Sierra Leone, qui en appelle à une lutte farouche contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le ministre ivoirien des Ressources animales, représentant du président Ouattara, a quant à lui souligné l'attaque terroriste dont la Côte d'Ivoire a été victime en mars 2016, ayant fait 18 morts et de nombreux blessés. Pour mener à bien la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne, les Nations Unies promettent de mettre les moyens financiers à disposition des États. La représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest l'a affirmé. Au cours des 20 dernières années, la vie sociale, économique et politique des 4 pays membres a souffert de guerres civiles. Dès lors, la promotion de paix et de sécurité aussi bien à l'intérieur des pays membres qu'à leurs frontières communes demeure l'une des grandes priorités. Ce sommet sous-régional qui regroupe les chefs d'État de Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria et le représentant du président de la Côte d'Ivoire a été marqué par un huis clos, plus de 2 heures d'entretien pour toucher du doigt les vrais problèmes de l'Union en vue de proposer des solutions. Commentaire Ibrahima Keita. En marge des travaux du 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union du fleuve Mano, les chefs d'État se sont retrouvés à huis clos. Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union du fleuve Mano, Ellen Johnson-Sirleaf du Libéria, Ernest Baye Koroma de la Sierra Leone et le ministre ivoirien de la protection animale et des ressources halieutiques Kwasi Adjoumani se sont penchés sur le rapport du Conseil des ministres de l'Union. Une occasion pour les chefs d'État pour passer en revue les grandes questions de l'ère, des questions liées à la relance de l'économie des pays membres après le passage du virus Ebola, la sécurité transfrontalière, la lutte contre le terrorisme et l'énergie.
Tour à tour et dans un franc-parler, les différents chefs d'État et le représentant de celui de la Côte d'Ivoire ont insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts en vue de traduire en actes concrets les engagements des partenaires pour la relance économique post-Ebola de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. La vie de cette institution sous-régionale, créée en 1979, a aussi retenu l'attention des chefs d'État. C'est pourquoi, au cours de ce huis clos, la révision des textes régissant l'Union du fleuve Mano a été évoquée par les chefs d'État. Avec 2 pays au départ, le Libéria et la Sierra Leone, la Guinée a rejoint l'Union en 1980 et la Côte d'Ivoire quelques années plus tard. Au terme des travaux, un communiqué conjoint signé par les 4 États membres a sanctionné la fin de la rencontre. Des importantes décisions ont été prises par les pays membres de l'Union. Je vous propose de suivre le compte rendu de Mme Kani Diallo, ministre guinéen du Plan. Communiqué final du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union du fleuve Mano. Les chefs d'État de l'Union du fleuve Mano se sont réunis le vendredi 24 juin 2016 au CAS Bellevue, à Conakry, République de Guinée, pour passer en revue et prendre des décisions sur la recommandation faite par le Conseil des ministres de l'Union sur le rapport d'activité du secrétariat de l'Union du fleuve Mano. Le sommet s'est également penché sur les autres programmes et initiatives majeures qui sont en cours pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que pour assurer le développement socio-économique global dans la sous-région. Le sommet a enregistré la participation de son Excellence, Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, de son Excellence Dr Bayi Kourouma, président de la République de Sierra Leone, et de son Excellence M. Komena Kouassi, ministre des Ressources animales et halieutiques, représentant son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de son Excellence Mme Irouk Gebre Selassie, représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, et de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union et hôte du sommet. Durant les délibérations qui se sont déroulées dans une atmosphère franche et cordiale, les chefs d'État et de gouvernement ont examiné les points suivants: le rapport du Conseil des ministres de l'Union, le rapport de la Commission administrative et financière portant sur l'audit, les questions administratives et le budget 2016, la situation de la mobilisation des ressources au titre du programme de relance socio-économique post-Ebola, la situation de la paix et de la sécurité dans la sous-région, le rapport sur les documents juridiques de l'Union du fleuve Mano, la construction du siège de l'Union, la restructuration du secrétariat de l'Union. Sur chacune de ces questions, les chefs d'État se sont félicités des acquis enregistrés par l'Union dans différents domaines importants. Ils ont cependant noté avec préoccupation les attaques terroristes qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, qui ont entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. Les chefs d'État ont également réaffirmé leur engagement et détermination à appuyer les efforts du secrétariat dans la mobilisation des ressources et le renforcement des relations avec les partenaires pour la mise en œuvre des programmes et projets de développement. Le sommet a salué les efforts déployés par chaque État membre dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Dans cette optique, les chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer la résilience dans le système de soins de santé et de prendre les mesures visant à assurer la surveillance médicale transfrontalière. Les chefs d'État ont noté avec satisfaction la signature du mémorandum d'entente entre l'Union du fleuve Mano et la CEDEAO
pour la mise en œuvre de la stratégie de sécurité transfrontalière. Ils ont aussi mis l'accent sur la nécessité d'établir une collaboration plus forte entre les deux institutions dans l'intérêt de la sous-région. Après examen approfondi des questions débattues, le sommet a décidé ce qui suit. Sur la construction du siège de l'Union, réhabiliter le bâtiment existant sur le terrain aux frais du gouvernement hôte, préparer les plans architecturaux et en évaluer le coût de construction afin de proposer le dossier à des partenaires et relancer les négociations avec le gouvernement de la République de Chine. Sur la conservation des forêts transfrontalières, renforcer la législation sur la protection des forêts transfrontalières en vue d'une meilleure collaboration entre les États membres. Hermano, le secrétariat doit prendre et poursuivre les négociations en vue de la création de la compagnie, mais en parallèle demander à Air Ivoire d'assurer la liaison entre les 4 capitales des États membres de l'Union. Sur le programme post-Ebola, le sommet a constaté la lenteur dans la concrétisation des engagements pris lors des sommets de Bruxelles, de Washington et de New York, ainsi que lors des visites des dirigeants de ces institutions aux pays affectés, et a instruit le secrétariat d'évaluer l'état de réalisation des engagements en faveur des programmes nationaux et sous-régionaux. La restructuration du secrétariat. Le principe de rotation de l'équipe dirigeante du secrétariat a été validé et la prochaine réunion de la commission technique et administrative et financière d'octobre 2016 déterminera le coût et la mise en place de la nouvelle structure. Les chefs d'État ont réitéré leur profonde gratitude aux partenaires au développement pour l'appui qu'ils n'ont cessé d'accorder au secrétariat et aux États membres et pour la contribution à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le sommet exhorte les partenaires à soutenir effectivement le programme de relance socio-économique post-Ebola des États membres affectés. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence de vues sur les questions et préoccupations communes et se sont félicités de l'esprit de compréhension mutuelle et de cordialité qui a prévalu tout au long des délibérations. Ils ont en outre réitéré la ferme volonté de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le développement et l'intégration socio-économique de la sous-région. Les chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face aux attaques terroristes et ont lancé un appel pressant au gouvernement africain et à la communauté internationale afin que des mesures idoines soient prises pour préserver la stabilité des États affectés et vaincre le terrorisme. Au terme de leurs travaux, les présidents, leur Excellence Dr Bayi Kourma de la République de Sierra Leone, Madame Ellen Johnson Sirleaf de la République de Libéria et M. Komena Kwasi, représentant son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ont exprimé leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude à son Excellence le professeur Alpha Condé de la République de Guinée, à son gouvernement et au peuple guinéen pour avoir abrité le sommet et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité africaine qui leur a été réservée durant leur séjour. Je vous l'annonçais dans les titres, reprise des travaux de construction du pont Kaka. Après 20 mois d'arrêt pour cause d'Ebola sur le chantier, l'on s'active depuis le mois de mai dernier pour tenir le délai fixé pour mai 2017. Ce pont relie la capitale à l'arrière-pays. Le constat est signé Ansouman Toumani Kamara. Après 20 mois d'interruption due à l'épidémie d'Ebola, les travaux de construction du pont Kaka ont redémarré en mai dernier. Sur le chantier à Koya, situé à près de 60 km de la capitale, 7 Japonais, 8 Philippins et 90 Guinéens
mettent leur énergie et expertise pour achever les travaux en mai 2017. Pour le moment, on a commencé les travaux de béton pour finir la poutre qui est là, qu'on appelle piscigada en anglais. Ça, c'est la poudre. Le béton après contraint, c'est ce que nous sommes en train d'effectuer maintenant. Ce pont a deux, la culée A1 et la culée A2. Donc entre la culée A1 et la culée A2, vous avez 4 pieds. Donc le premier pied, c'est de là-bas où se trouve le plafond jaune qu'on est en train d'effectuer. Ici, c'est le pied numéro 2 et c'est les deux là qui restent à faire. À ce jour, ces travaux sont exécutés à plus de 24% depuis son lancement officiel en mai 2014. Une fois terminé, le pont de Kaka fera partie des ouvrages de franchissement les plus innovants en Guinée et remplacera ce pont vétuste hérité de la colonisation. La longueur du pont sera 130 mètres. Aujourd'hui, c'est une première fois pour la Guinée de voir le béton après contraint. C'est pourquoi le responsable des TP ici aujourd'hui a été là et nous a beaucoup apprécié par rapport à ça. Parce que c'est une première fois en Guinée pour que les jeunes Guinéens puissent apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Dans quelques jours, les travaux de construction du pont Kaka atteindront leur phase de croisière avec l'arrivée de nouvelles machines en lieu et place des anciennes qui ont été grippées pendant les 20 mois de la période d'interruption des travaux. Une période qui a aussi creusé un gap de 3 millions de dollars à rechercher pour compléter le coût initial de plus de 12 millions de dollars, un don du Japon à la Guinée. Aménagement de la ville de Conakry, des espaces verts, des toilettes publiques seront bientôt réalisés dans le cadre de l'embellissement de la capitale. Le gouverneur de la ville s'est rendu sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Le compte-rendu est signé Moussa Bangoura. Le président du conseil de ville sur le chantier de Madina, général Mathurin Bangoura, est venu s'enquérir de l'évolution des travaux lancés il y a quelques jours. Il sera réalisé sur le terrain des parkings, des centres de loisirs, des espaces verts et des toilettes publiques. Le projet s'étendra de Dixine-Garay à Donka, sur le long de l'autoroute Fidel Castro. Vous voyez déjà l'embouteillage. Il faut faire à la lumière des autres pays. Il faut innover. Donc c'est cette innovation qu'on est en train de faire. Il faudrait qu'au long des rails, qu'on puisse aménager ici. Parce que tous les véhicules, soit en partance pour la ville, ou en partance pour la banlieue, les gens sont là dans l'embouteillage. Mais si ceux qui viennent déjà faire des achats au niveau du marché de Madina, ils ont où paquer les véhicules, donc ça va être une très bonne chose. Pour le moment, le curage des caniveaux et le déplacement des encombrants physiques sont en train d'être effectués avant le démarrage effectif du projet. Les travaux sont confiés à l'entreprise Mohamed Kaba. On a débuté le travail. On prie tous les Guinéens de nous donner le coup de main avec la prière pour qu'on puisse achever le travail avec le délai le plus vite possible. On va faire les parkings publics, plus les espaces verts avec les latrines. Parce que les gens n'ont pas là où pisser. On pisse partout sur la route, n'importe comment. On nous a donné 12 mois, mais je ne pense pas qu'on va atteindre les 12 mois le plus vite possible. Plus loin, à Teminetaï, dans la commune de Kaloum, l'opération de déguerpissement se poursuit. Il s'agit là de dégager tous les taudis et baraques aux alentours de cet hôtel qui sera inauguré bientôt. Pour renforcer la capacité de distribution des médicaments par la pharmacie centrale de Guinée, le Fonds mondial de lutte contre le sida offre 4 camions frigorifiques à cette structure. Objectif, améliorer les conditions de transport des médicaments nécessitant des bonnes normes de température. Reportage Saamara Tolno. 4 véhicules isothermes, dont un camion de 11 tonnes, des équipements informatiques, des kits de gestion des déchets biomédicaux et autres matériels, c'est le don du Fonds mondial de lutte contre le sida à la Guinée. Le matériel est destiné à la pharmacie centrale de Guinée en vue de renforcer ses capacités opérationnelles. Le constat amer était que les produits destinés à nos malades du sida, pour les transporter vers l'intérieur du pays, il fallait faire recours aux taxis et autres moyens de transport non conventionnels. Et ce système-là exposait vraiment les médicaments
aux différentes sortes d'intempéries, telles que la pluie, la poussière, le soleil, et ça faisait même perdre la qualité du médicament. Depuis plus de 20 ans, le pays ne disposait pas des moyens appropriés de transport des médicaments antirétroviraux. Un défi que viennent relever ces véhicules. Depuis 1994, les dépôts ont été dotés de frigonettes, mais malheureusement ces frigonettes n'étaient pas isothermes. Et de 1994 aujourd'hui, c'est-à-dire donc ces frigonettes n'existent plus. C'est à la faveur de la Troisième République que nous avons pu élaborer une stratégie de transport des intrants de niveau central, niveau périphérique jusqu'au dernier bénéficiaire. Et grâce à l'appui du Fonds mondial et surtout ce financement, ces dons que nous venons de recevoir, nous sommes convaincus qu'on pourra assurer la vraie chaîne d'approvisionnement du niveau central jusqu'au niveau périphérique. 90% des personnes dépistées, 90% des personnes séropositives prises en charge d'ici 2020 est l'objectif du Fonds mondial de lutte contre le sida. Pour atteindre cet objectif, l'institution annonce d'autres appuis à la pharmacie centrale de Guinée dans le cadre du transport et de la conservation des médicaments. À Kindia, une importante rencontre vient de se tenir pour renforcer les mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette fois, ce sont des officiers de police judiciaire qui sont interpellés. Leur implication est de plus en plus sollicitée pour la réussite de la bataille engagée par le gouvernement. Le point avec Thierno Ousmane Diallo. L'État guinéen veut durcir le ton face aux récurrents cas de violence basés sur le genre. L'implication grandissante des officiers de police judiciaire dans la lutte contre cette catégorie de violence est une étape du processus enclenché. Réunis à Kindia, ils étudient les différents types de violences en question et sonnent le glas de l'impunité. Une fois la personne qui est là, il est suivi, la victime qui vient se plaindre et on prend vraiment l'auteur et qu'il soit suivi jusqu'à la justice et qu'il soit vraiment condamné, je pense que ça va diminuer un peu les cas de viol ou de violence. Les violences basées sur le genre sont devenues quotidiennes dans nos communautés. À titre d'illustration, le cas récent dans la sous-préfecture de Bangouya, préfecture de Kindia, où un jeune homme a sectionné le bras de son épouse, rendant ainsi la jeune femme handicapée à vie pour des raisons inavouées. L'initiative est du gouvernement à travers les ministères de l'Action sociale, de la Défense et de la Sécurité. Le programme est soutenu par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, un des partenaires techniques et financiers qui fait du bien-être de la femme un des axes de sa politique en Guinée. C'est un fléau. Parce que là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent ces violences-là, tant dans le foyer conjugal ou bien des viols. Des fois même, il y a des viols collectifs. Avec toutes ces plaintes qui sont déposées dans les commissariats et des gendarmeries, il y a tellement de plaintes que cela a suscité cet atelier qui va permettre de renforcer la capacité des policiers et des gendarmes à prendre des dispositions afin que nous puissions ensemble lutter contre ce fléau-là. Dans 14 préfectures à travers le pays, des cellules de prise en charge des cas de violence basés sur le genre vont être créées pour assurer un suivi des recommandations de cette rencontre. À Conakry, 2 cellules sont déjà opérationnelles dans 2 brigades de gendarmerie à Matam. Lutte contre les violences basées sur le genre, lutte aussi contre l'immigration clandestine sur le développement. C'est le sujet abordé lors d'une conférence à l'université de Sonfonia. Des communications ont été faites en vue de dissuader les jeunes qui sont tentés par l'aventure. L'initiative est du Forum de la jeunesse panafricain appuyé par l'OIM. Reportage Abdourahmane Kouladialo. Impact de l'immigration clandestine sur le sous-développement de l'Afrique. C'est le thème de cette conférence de presse organisée par le Forum de la jeunesse panafricaine en collaboration avec l'OIM Guinée. Plusieurs représentants d'ONG et d'associations de jeunesse ont pris part à cette conférence de presse. Elle a débuté par la projection d'un documentaire axé sur l'immigration clandestine où des jeunes migrants éprouvent de graves difficultés dans la traversée du désert du Sahara et de la mer Méditerranée. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a des milliers d'Africains qui meurent dans la mer Méditerranée, qui meurent dans le désert du Sahara
pour espérer trouver l'Eldorado, alors que c'est possible de travailler en Afrique, c'est possible de faire des initiatives ici et pouvoir s'en sortir en tant que jeune. Pour inverser cette tendance, les organisateurs de cette conférence de presse ont demandé aux dirigeants africains d'offrir des opportunités aux jeunes pour leur permettre de créer des projets générateurs de revenus. L'objectif ultime de l'organisation de cette conférence, c'est de montrer aux jeunes, c'est de leur montrer que jeunes, on peut étudier en Guinée, entreprendre des choses en Guinée, réussir ici en Guinée. Le message que OIM peut livrer à la jeunesse, c'est de ne pas de mûrir tout voyage. OIM ne défend pas les jeunes de se déplacer, mais OIM fait la promotion d'une migration régulière en respectant toutes les procédures liées à un déplacement, au franchissement d'une frontière. Pour mettre un terme à cette tragédie humaine, les médias africains, appuyés par leurs gouvernements respectifs, sont appelés de continuer à sensibiliser les jeunes africains candidats à l'immigration clandestine. Page noire de cette édition, les 3 personnes trouvées mortes le lundi 20 juin dernier à leur domicile à Sangoya ont regagné leur dernière demeure ce vendredi après la levée de corps à la morgue de l'hôpital Ignasdine. Le cortège funèbre s'est ébranlé vers la cathédrale Sainte-Marie de Conakry où leur messe de requiem a été célébrée. Monsieur, Madame et fils Soyer reposent désormais au cimetière de Cameroun. Attention, l'émotion est vive et la consternation grande. Reportage Marie-Angélique Bangoura, Abraham Christophe Conté, Valérie Tali Mané. C'est dans un lourd silence, marqué de recueillement, que les dépouilles de Jacob Sawyer, sa femme Elisabeth Tenkiano et leur bébé de 3 ans, Williams, sont exposés ici à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Durant la messe funèbre, les parents, amis et collaborateurs de Sawyer étaient encore sous le choc du drame. Jacob était tout pour nous. Il nous a toujours rassemblés. C'était un rassembleur. Il était un homme dynamique. Et c'était un homme qui avait la conviction que d'abord, sa première vie, c'est l'Église. Et la deuxième chose, pour lui, sa famille. Elisabeth, tanti bébé, tu nous quittes pour l'éternité, car tes lèvres et tes paupières sont définitivement closes, prises qu'elles sont par les serres de cette mort qui est réalité. Tu t'en vas après, sans perdre trop de temps, emportant avec toi ta discrétion, ta tendresse, ton sens de responsabilité et ton calme olympien. Tu laisses ainsi un grand vide parmi les siens. Ces funérailles, organisées 5 jours après le drame, ont permis aux proches d'exprimer à la famille Sawyer leur solidarité, leur tristesse. Jacob Sawyer était scout, servant de messe, appartenait à l'association Lève-toi et marche de l'Église catholique et travaillait aux impôts. Sa femme Elisabeth travaillait à l'agence judiciaire de l'État et le petit Willy Sawyer, élève à l'école Saint-Joseph de Cluny. La devise de l'association que nous avons créée avec lui, Lève-toi et marche, eh bien Jacob nous invite tous à nous lever et à marcher dans le sillon de cette disponibilité qu'il considérait comme une urgence pour le service des uns et des autres, pour le service de la charité et pour le service de la miséricorde. C'est toute une famille qui est partie comme ça et des jeunes aussi. C'est avec beaucoup de douleur que nous participons à cette cérémonie funèbre, mais aussi avec joie et espérance, parce que quand nous suivons les instructions du Christ, on ne peut que prier pour eux et nous savons déjà qu'ils sont avec lui. Donc au nom du gouvernement, nous présentons toutes les condoléances aux 2 familles et vraiment que leur âme repose en paix. Les 3 victimes de la tragédie toujours inexpliquée de Sangoya ont regagné dans le recueillement leur dernière demeure au cimetière Cameroun.
Quant à Marie-Solange, l'aînée de la famille Sawyer, elle est toujours sous soins intensifs dans une clinique privée de la capitale. Marie-Solange n'a pas pu dire ses derniers adieux à ses parents et à son petit frère. Selon certains proches de la famille, Marie-Solange a besoin de l'expression de la solidarité nationale pour gagner son combat actuel contre la mort. Sur le continent, libération du fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, Karim Wade a bénéficié d'une grâce présidentielle. Ailleurs dans le monde, en Europe, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Un référendum où le vote en faveur du Brexit a remporté avec 51,9%. François Hollande a appelé à un sursaut européen pour parer le choix douloureux des Britanniques. Angela Merkel, elle, a évoqué un coup porté à l'Europe et au processus d'unification. Sport, le tirage complet de la phase de groupe des éliminatoires du Mondial 2018. Notre pays est dans le groupe A, groupe composé de la Tunisie, la Libye, la RDC et la Guinée-Conakry. Le coup d'envoi est prévu pour le mois de septembre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur